on va débattre d'un sujet qui m'est cher et ça s'appelle la frontière là où on ne l'attend pas. C'est une idée qui m'est venue parce que donc je m'appelle Serge Michel, je suis journaliste au Monde et je m'occupe notamment du Monde Afrique. Et je suis d'origine suisse, le seul Suisse de la rédaction du Monde. Et j'habite à Genève et à Genève il y a 37 postes frontières autour de la ville qui vont en France. Et donc vous pouvez très bien dans une journée donnée par hasard franchir 4 fois la frontière sans forcément vous en apercevoir aujourd'hui. Avant, la frontière était un peu plus féroce et on se faisait contrôler beaucoup plus. Aujourd'hui, c'est devenu... voilà. Mais cette frontière, elle existe pour moi. Et j'habite Genève, je travaille à Paris pour le journal Le Monde. Il y a des frontières culturelles. Donc ce thème de la frontière qui existe là où on ne l'attend pas, je voulais l'explorer avec 3 invités que je vais vous présenter, enfin qui vont se présenter tout seuls. Je leur donne rapidement la parole pour qu'ils vous disent qui ils sont. Et puis ensuite, on lira un texte de l'un de nos invités. Alors, Nassira, peut-être pour commencer. 1, 2, 1, 2. Bonjour tout le monde, je m'appelle Nassira El Mouadem, je suis la directrice du Bondi Blog. Bondi Blog qui a été créé entre autres par Serge Michel et ses anciens collègues de l'Hebdo, Feu l'Hebdo, l'hebdomadaire qui malheureusement a fermé il y a quelques semaines. Donc je suis à la tête de ce média créé en 2005 pendant les révoltes dans les quartiers populaires. Et on parle évidemment dans le Bondi Blog, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, des quartiers populaires et des ponts, des passerelles entre les quartiers et le reste du pays. Voilà. Alors Senamé. Allô. Bonjour, je m'appelle Senamé Kofi Agbodinou. Je suis principalement architecte et anthropologue de formation. Et en 2012, j'ai découvert ce qu'on appelle l'éthique hacker et j'ai trouvé que ce concept-là était très proche des valeurs des sociétés traditionnelles africaines. Donc j'ai théorisé un petit concept qui est le low high-tech et j'ai créé au Togo un petit espace d'innovation qui s'appelle Wellab qui travaille ce concept-là. Très bien. Camille. Bonjour à tous, donc, je m'appelle Camille Lefebvre, je suis historienne, spécialiste de l'Afrique et j'ai fait mon premier travail de thèse qui était sur les frontières sur le continent africain. Et donc c'est une question qui m'a beaucoup intéressée. Merci, je vous expliquerai ensuite en quoi ces 3 invités touchent le thème de la frontière. Je donne d'abord la parole à Vicky Lorenzo qui va nous lire un texte donc de la compagnie des idées du Nord, l'idée du Nord, pardon, une idée du Nord, qui va lire un texte de Senamé. À vous. Donc c'est un poème qu'il a écrit et qui s'intitule « Officier martingale ». À Saute-Port pour un passe-mouton. Cache-cache entre roseaux et sort. D'un hors-monde à l'outre-tombe. Nous transmorts sondons la rade. D de Desiderata. Maîtres augustes du jeu. Croisant possible. Et ayant toutes étoiles tirées. À titiller la vie par son bout le plus efflanqué. Avons. Loterie. Fonder un nouveau culte. Mangera, mangera pas. Puis il y a l'indicible. Merci. Bien, merci Vicky. Alors, la frontière, dans ces 3 profils très différents que vous avez devant vous, je vous le dis moi, ils vous le diront vous aussi, Nassira franchit tous les jours une frontière en France qui est invisible et pourtant très présente, celle du périphérique de Paris. Elle passe de Paris-Ville, Paris intramuros, à la banlieue, au 9-3 comme on dit. Elle est active des 2 côtés, bien sûr. Senamé, au Togo, habite dans une rue au bout de laquelle il y a la frontière du Ghana. Il s'occupe de territoires locaux. Il essaye de développer des projets qui font du sens localement, comme d'ailleurs le Bondi Blog est aussi un projet local qui a une vocation plus large. Et il vit avec cette frontière, mais avec d'autres frontières aussi, la frontière entre ce qu'est une ville africaine aujourd'hui et ce qu'est la campagne africaine aujourd'hui, la frontière de sa vie aussi un peu en France et en Afrique. Et je pense que c'est quelqu'un qui va nous le raconter très bien.
Et Camille Lefebvre, elle est historienne, comme elle vous l'a dit. Elle a notamment travaillé sur les frontières coloniales qui, de son point de vue, n'étaient pas des frontières coloniales, étaient en partie des frontières africaines préexistantes sur lesquelles les colons, l'occupant français, s'est appuyé pour asseoir son pouvoir. Elle nous expliquera ça et d'autres choses par la suite. Je commence peut-être par Nassira. Alors, cette frontière que tu traverses tous les jours, elle ressemble à quoi, physiquement ? Alors, il y a effectivement cette frontière qu'on traverse même plusieurs fois par jour entre le centre, donc le centre étant Paris. Ça a été décidé comme ça. Il pourrait être autre d'ailleurs, mais ce centre-là, à la fois culturel, politique, économique, il est à Paris. Et ce qu'on appelle la périphérie, donc la banlieue, les quartiers populaires. Nous, on parle plutôt de quartiers populaires, mais la banlieue avec un grand B. Et essentiellement, cette frontière-là, on la traverse en RER. C'est notre moyen de transport qui nous permet de rejoindre Paris voilà, plusieurs fois par jour, plus ou moins rapidement, selon les, selon les aléas. Mais voilà, et ça ressemble à quoi c'est normalement une frontière invisible, en tout cas. On ne la voit pas, mais on la ressent, et elle a un poids assez phénoménal, cette frontière-là. Il n'y a pas une frontière avec un poste où on devrait faire tamponner son passeport, mais en réalité, dans les faits, dans les têtes, dans les esprits, dans les mentalités, dans les mentalités surtout, cette frontière-là, elle est immense, parce que nous, quand on va en reportage, quand on rencontre les habitants des quartiers populaires à qui on donne la parole au quotidien à travers nos papiers, nos publications, ils nous disent bien à quel point c'est compliqué pour eux de se déplacer. Donc il y a vraiment cette notion même de transport et de contraintes matérielles, à la fois parce que les transports sont pas si bien développés que ça, mine de rien, et puis le coût aussi que ça peut impliquer pour certains habitants, et puis surtout ce poids en termes de mentalité. Quand aujourd'hui on est habitant d'un quartier et qu'on met sur son CV qu'on habite à Aulnay-sous-Bois ou qu'on habite à Argenteuil, la frontière, là, elle est très prégnante dans les esprits de celles et ceux qui recrutent, par exemple. Et là, en l'occurrence, c'est dans ces moments-là, très concrets de la vie quotidienne, que les gens se rendent compte à quel point, effectivement, ils habitent de l'autre côté du miroir. Merci. Le fait est que quand on a lancé le Bondi Blog en 2005, moi et quelques collègues d'un hebdomadaire suisse, on a rencontré des gens qui, depuis 3 ou 4 ans, n'étaient pas allés à Paris. On était à Bondy, il y a 4 stations de RER, sauf erreur, ou 3. Il y en a maintenant plus, ouais, parce que il y a Rosa Parks qui a été créé et qui d'ailleurs est une sorte d'étape quasiment parisienne. Alors on est entre la frontière entre en fait le 19e arrondissement et la banlieue. Et étant donné que c'est là où se sont installées des grandes entreprises, dans les anciens magasins généraux, la frontière finalement a un recul avec notamment cette station Rosa Parks. Et donc des gens qui étaient essentiels pour la vie à Bondy, qui animaient des clubs, des associations, etc. Et quand on leur disait « T'es allé quand la dernière fois au quartier latin ?» Ils disaient « C'est quoi le quartier latin ?» Et ils disaient « Moi, je connais Paris par ses portes. Tu me dis porte de Versailles, porte d'Italie, porte de... etc. Je comprends. Tu me dis quartier latin, je ne sais pas ce que c'est. » Donc il y a vraiment une notion... et c'était vraiment quelqu'un d'intelligent et de précieux à qui on parlait, qui nous disait ça. Et ça m'a beaucoup choqué. En fait, j'en étais venu à la définition du périphérique de Paris comme étant une sorte de mur de Berlin. Vous avez, à l'époque du mur de Berlin, une ville lumière au milieu, avec de l'éclairage, avec des magasins, avec de la fête, avec des activités, avec de l'emploi, enfin ce que était Berlin-Ouest à l'époque. Et puis vous avez un périphérique et de l'autre côté, Berlin-Est avec des magasins qui ne sont pas achalandés, un manque d'activité complet, une sorte de couleur terne qui couvrait tout, et un bonheur et des gens qui pensaient qu'à partir. C'était ce qui était un peu la définition de ce qu'a été Berlin-Est, en tout cas vers la fin.
Et voilà, je m'étais dit, voilà, périphérique égale mur de Berlin, égale, il faut un jour l'abattre. On ne va pas abattre le périphérique parce qu'il est assez utile pour circuler par ailleurs, mais disons qu'il faut arriver à franchir cette frontière. Senamé, cette frontière Togo-Ghana, qu'est-ce qu'elle change, enfin, qu'est-ce qu'elle apporte ton projet est essentiellement togolais parce qu'il s'agit de créer à Lomé un espace de vie. Donc l'espace en question, ça a commencé par 9 mètres carrés d'un petit endroit où des gens se réunissaient pour faire des projets ensemble. Et aujourd'hui, ça a beaucoup grandi. Il y a eu une invention assez phénoménale qui a structuré un petit peu la chose. C'est une imprimante 3D construite à partir de déchets informatiques. Vous savez que les compagnies et l'Occident déversent des tonnes d'ordinateurs usagés en Afrique pour s'en débarrasser et pas payer les taxes. Et Senamé et ses collègues là-bas ont songé à récupérer tout ça et fabriquent à partir de ces déchets une imprimante 3D qui peut fabriquer des prothèses, qui peut fabriquer des jouets, qui peut fabriquer des tas de choses. Et donc c'est dans cet espace improbable de 9 mètres carrés qu'a été inventée cette imprimante 3D. Et puis pour lui c'est plus large. Mais raconte-nous d'abord l'impact de cette frontière du Ghana et de Accra, la capitale, qui se trouve juste au bout de la rue. Qu'est-ce que ça change ? Alors effectivement, la spécificité du Togo, c'est que sa capitale est à une frontière. Je pense que c'est le seul pays au monde, peut-être avec, je pense, le seul pays au monde qui a donc sa capitale à une frontière. Donc vous avez Lomé qui est à la frontière du Ghana. On pourrait dire que Brazzaville et Kinshasa sont l'un en face de l'autre aussi du côté de la frontière. Alors la différence, c'est que nous, on n'a pas Accra en face. On a Lomé, mais Accra est beaucoup plus loin dans les terres. Donc ce que ça provoque, c'est que vous avez une ville qui s'estompe, mais vraiment avec un tracé. Et de l'autre côté, vous avez de la ruralité, carrément, côté Ghana. Et là, pour le coup, c'est une frontière coloniale, c'est vraiment une décision de partage entre la France et... On attendra la confirmation de Camille là-dessus. Ouais. Et donc, alors, un intervenant le disait hier, c'est une frontière très, très, très poreuse. Par contre, il n'y a pas deux autorités très affirmées qui font césure, si tu veux. Donc, les gens traversent, c'est une frontière ressource. Et donc, ce n'était pas ce qui nous intéressait, nous, en venant nous installer là. Ce n'est pas vraiment le fait que ce soit frontière entre deux nations. C'est plutôt la césure que ça créait et le vide urbain que ça pouvait créer dans une partie de Lomé qui n'est pas pensée, aménagée parce que trop proche d'une frontière. Donc, c'est ce vide-là qu'on essaie de travailler avec le projet. No Man's Land. Un peu, oui, un peu. Mais au-delà de ça, on a amené une autre frontière parce que, à la limite même, ce travail urbain n'est qu'un prétexte. La frontière qu'on amène dans ce territoire-là, c'est la frontière avec le futur. Parce qu'on crée un laboratoire qui est censé penser le futur et se positionner par rapport au futur. Et moi, je considère que pour penser le futur, il faut le provoquer. Donc, on provoque tous les jours dans ce petit lieu le futur et on essaie de développer des projets qui peuvent changer donc l'urbain. Si j'avais su, j'aurais utilisé ça comme titre du débat. La frontière avec le futur. Et décris-nous quand même ce lieu. Aujourd'hui, je parlais de 9 mètres carrés, ça c'était le début. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus grand, non ? Alors aujourd'hui, on a 2 fois 600 mètres carrés. On a 2 labs, puisque l'idée, c'était de créer un premier lab qui change un rayon d'1 kilomètre autour. Et quand on a fini avec ce petit périmètre, d'en créer un deuxième à 2 kilomètres plus loin, qui lui aussi va faire la même chose, et d'essaimer comme ça dans toute la ville. Peut-être il faut expliquer aussi ce que c'est qu'un lab. Alors, peut-être pour rappeler rapidement un peu la toile de fond de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, on est au cœur d'une sorte de changement de civilisation dont le fondamental est qu'on est passé de systèmes très autoritaires, très affirmés, très hiérarchiques, à quelque chose d'un peu plus distribué, une sorte d'humanisme du réseau. Et dans ce basculement-là, il y a ce qu'on appelle la disruption, c'est-à-dire qu'il y a des projets aujourd'hui qui attaquent tout ce qui est autorité. La banque, par exemple, est très bousculée par le crowdfunding. Les universités sont challengées par les MOOC. L'industrie elle-même est très questionnée par ces petits laboratoires de production de la proximité que sont les Fab Labs, etc. Donc nous, on a voulu créer un lieu qui analyse tous ces mouvements-là, qui sont un peu des mouvements qui redonnent de la possibilité d'agir à des petites gens et voir comment on pouvait changer la ville en incubant ce genre de... Parce qu'en fait, quand on imagine un lab ou un Fab Lab ou un Maker Space, enfin c'est des termes un peu anglo-saxons, pardonnez-moi, c'est une autre frontière, celle de l'anglais, mais
on imagine toujours des jeunes devant des ordinateurs qui sont en train de faire des choses que eux seuls comprennent, alors que toi, Senamé, tu as plutôt intégré des gens. Je sais pas, je me souviens que tu me disais le mec qui nettoyait la rue devant vous, vous l'avez intégré dans votre lab. Alors, il dormait. Enfin, le jour où on a aménagé dans le premier lab, on a vu le soir même une personne qui est venue se coucher devant parce qu'on avait fait le ménage, évidemment. Donc, on lui a dit qu'il ne pouvait pas rester là. Et il a dit qu'il avait nulle part où aller. Donc, maintenant, il dort au lab. Et donc, la caractéristique de WellLab, puisqu'il s'agit de WellLab, c'est que c'est ouvert à tout le monde. Ce n'est pas une communauté tech où tu n'as que des designers, des développeurs, etc. On a une couturière dans la communauté, on a eu un maçon pendant longtemps, on a 2 menuisiers, etc. Bon, alors, Frontières avec le futur pour Senamé. Camille, c'est plutôt l'histoire. Ces frontières coloniales, rappelez-nous en 2 mots, est-ce qu'elles sont artificielles, dessinées arbitrairement sur une carte par des colons affamés de territoire et qui ont tracé les lignes à la règle sans se soucier des populations? Est-ce qu'elles correspondent à autre chose? Camille, juste en 2 mots, vos études. Oui. Peut-être ce que j'ai oublié de dire, c'est que je suis historienne, mais je suis spécialiste du 19e siècle et du 20e siècle. C'est-à-dire que je travaille aussi sur la période précoloniale. Donc ça fait que quand j'ai analysé les frontières, je me suis toujours posé la question, avant la colonisation, qu'est-ce qu'il y avait? Est-ce qu'il y avait déjà des frontières? Et quand les colonisateurs arrivent, est-ce qu'ils se sont intéressés ou pas à ce qui pouvait exister comme type de frontières? Très souvent, on a pensé que les frontières étaient complètement artificielles parce qu'on les a regardées uniquement du point de vue du colonisateur. Et quand on regardait la période précédente, on se rendait compte que les colonisateurs arrivent dans des espaces qui existent déjà, où très souvent il y a déjà des États, il y a déjà des souverains, il y a déjà des rois, et donc ils sont obligés en partie de s'adapter à ce qui existe, parce qu'ils ne sont jamais assez puissants pour s'imposer complètement à ce qui existe déjà. Et donc, on a souvent dit qu'elles étaient artificielles, mais certaines sont artificielles, et certaines, en fait, ont été reprises de frontières, de royaumes qui existaient déjà au XIXe siècle. Et donc, pour comprendre si elles sont artificielles ou pas, il faut s'intéresser à leur histoire et regarder qu'est-ce qui existait avant la colonisation. Voilà ce que... Et là, on entre dans une zone assez polémique, parce qu'au fond, la France a toujours déclaré qu'elle apportait la civilisation, l'intelligence, la vie elle-même. Enfin, oui, mais alors ça, soyons très clairs, le but de la colonisation, à part dans les discours, n'a jamais été la civilisation. C'est un discours colonial que les colonisateurs ont créé, mais la réalité, c'est qu'on est dans un phénomène d'appropriation du territoire, d'occupation, et qu'on s'impose aux populations d'une manière qui est, dans la plupart des cas, violente. Voilà. Ce qui n'empêche pas que la force des sociétés africaines était suffisamment importante pour que les colonisateurs n'aient jamais pu tout imposer. Ils ont toujours été obligés de s'adapter et de négocier. Et cette frontière, justement, entre Lomé et le Ghana, juste à côté, alors dans quelle catégorie elle tombe? Est-ce que c'est le partage du gâteau à Berlin ou est-ce que c'est une frontière préexistante? Alors, ce que je peux dire aussi, c'est que très souvent, on les juge par rapport à aujourd'hui. Moi, je travaille sur la frontière Niger-Nigeria, et les gens vous disent, la preuve qu'elles sont artificielles, c'est qu'il y a plein de villes qui sont coupées en 2 par la frontière. Mais si on regarde l'histoire, ces villes-là, elles n'existaient pas au XIXe siècle, quand on a tracé la frontière. Elles se sont créées autour de la frontière parce que la frontière était une opportunité économique importante. Et au Togo, c'est pareil, la frontière a toujours été une opportunité économique extrêmement importante qui fait aussi que la ville s'est énormément développée. Voilà. Pour la question de cette frontière-là en particulier, moi je vous renverrai aux travaux de Paul Nugent, qui est un très grand historien anglais, qui a fait tout un livre entier sur cette frontière, et dans laquelle il montre à la fois qu'il y avait des choses qui existaient avant la colonisation, mais qui n'étaient pas la même chose que ce qu'elles sont aujourd'hui, et qui montre aussi comment en fait, elle a été une formidable opportunité créatrice, cette frontière, et que donc tout au cours de la colonisation, les gens ont utilisé la frontière pour se révolter contre la colonisation, pour créer des opportunités économiques, et ainsi de suite. Oui, c'était une frontière qui n'est pas anodine, c'est une frontière entre 2 empires aussi. Il y avait la France d'un côté, la Grande-Bretagne de l'autre. Enfin, c'est pas juste n'importe quelle petite division administrative. Je vous donnerai l'occasion de réagir. J'essaie de faire en sorte que ce débat soit un peu abrasif, que vous... Voilà, tout ce qu'on dit sur la colonisation ne se situe pas du tout dans le cadre de la campagne électorale actuelle en France. On est d'accord. Mais en revanche, vous avez le droit évidemment, faire valoir vos opinions. Et quand on me fera signe pour le discours de la salle, je vous donnerai la parole. Moi, ce qui me frappe, c'est que
ce malentendu colonial sur l'Afrique préexistante ou pas à l'arrivée des colons, en l'occurrence français, connaît une réverbération très étonnante dans les territoires, les quartiers populaires, disons ça comme ça. Vous avez là des populations qui viennent des anciennes colonies et qui constituent du coup un territoire séparé de Paris ou d'Orléans. Je crois que vous avez aussi des banlieues à Orléans, disons-le, et voilà. Et ça marche pas forcément beaucoup mieux qu'à Paris, c'est ça? Enfin, vous m'apporterez la contradiction, j'espère, tout à l'heure. Et donc, c'est quand même incroyable ce truc. C'est-à-dire que la France débarque en Afrique, s'arrange pour créer les frontières ou pour utiliser les frontières existantes, règne pendant quelques décennies, se retire et recrée à côté de Paris un territoire qui est aussi, d'une certaine manière, une colonie. D'abord de travailleurs qui sont arrivés d'Algérie, du Maroc, pour reconstruire la France après la Seconde Guerre mondiale, pour reconstruire, voilà, pour participer à la France industrielle de l'époque. Ensuite, territoire désindustrialisé, et aujourd'hui, territoire séparé par ce périphérique et séparé par l'a priori qu'on jette sur les CV qui viennent de là, les gens qui viennent de là-bas, etc. Est-ce que pour toi, Nassira, le territoire sur lequel tu es active tous les jours, à savoir les quartiers populaires, c'est un territoire issu de la colonisation? En partie, oui, parce que nous, le Bondi Blog, en fait, c'est à la fois des gens qui vivent dans les quartiers, essentiellement en Seine-Saint-Denis, et qui ont envie de se réapproprier une parole, et qui, du coup, viennent au Bondi Blog pour pouvoir rapporter la parole de leurs voisins, de leurs amis, qu'ils estiment, à juste titre d'ailleurs, ne pas tellement exister dans les médias qu'on appelle traditionnels, les médias mainstream. Donc ils sont à la fois dans cette démarche-là, mais ils viennent de ces quartiers, donc ils les connaissent plus que quiconque. Et ils connaissent aussi les travers que peuvent avoir les médias lorsqu'il s'agit de parler des quartiers populaires, avec quand même un discours et un récit médiatique très étiqueté, très compartimenté, voire parfois même, et ça on le regrette, stigmatisant. Et donc ces habitants-là, quand ils viennent au Bondi Blog, ils nous disent à la fois, nous on a envie de sortir de ces caricatures, mais en même temps on nous assigne en permanence à cette identité, qui est identité d'origine coloniale, parce que leurs parents venant essentiellement d'Afrique du Nord, d'Afrique noire, subsaharienne, d'Asie aussi, Chine notamment. Et donc, ils sont en permanence, vis-à-vis de la société, assignés à cette identité-là. Alors, il y a quand même je crois que c'est quelque chose d'assez... Je ne sais pas si c'est nouveau, mais en tout cas de contemporain, cette idée selon laquelle on ne veut plus avoir à s'excuser de ce que nous sommes. Souvent, on demande aux gens, en gros, est-ce qu'ils sont intégrés? Est-ce que vous êtes intégrés? Est-ce que vous avez un travail? Est-ce que vous vous sentez français? Est-ce que vous adhérez aux valeurs de la République, etc. On renvoie malheureusement souvent encore les personnes issues des quartiers populaires à cette injonction en fait, à la fois politique et sociétale. Et nous, les jeunes, en tout cas, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment d'ordre générationnel, avec la nouvelle génération. Il y a vraiment ce discours selon lequel ils ne veulent plus avoir à choisir. C'est-à-dire qu'ils ont leur histoire, qui est l'histoire de leurs parents, qui est l'histoire de leur famille, et qui est mon histoire aussi, avec tout ce que ça veut dire d'héritage culturel. Et en même temps, il y a aussi cette histoire-là qu'ils sont en train de construire, que nous sommes en train de construire, de Français, nés en France, et ils ne veulent plus avoir à décider de ce qui est mieux ou pas. C'est-à-dire qu'ils sont à part entière, à la fois français et à la fois d'origine immigrée, d'origine multiculturelle, etc. Et donc, je crois que ça, c'est quelque chose je ne sais pas si c'est nouveau, mais en tout cas dans l'expression telle qu'elle est aujourd'hui. Nous, on a quand même des parents, mais moi je me souviendrai toujours de mes parents quand on était gamin, il fallait pas faire de vagues, il fallait pas trop se montrer, il fallait être très bon à l'école, il fallait lever la main pour les bonnes raisons, il fallait vraiment être, et surtout être le plus invisible possible en fait, ne pas faire de vagues. C'était souvent ce qu'on entendait à la maison. Et aujourd'hui, ça a changé, c'est-à-dire que, voilà, non mais et je crois que ça... Voilà, pardon. Je crois que dans les mouvements, associatifs,
dans les mouvements antiracistes, par exemple, actuels, voilà, tous ces mouvements qui, aujourd'hui, par exemple, combattent les violences policières, etc. Il y a ce discours-là, ce discours de on ne veut plus avoir à s'excuser, on ne veut plus avoir à choisir, et on veut une sorte de je sais pas comment on pourrait dire, mais une sorte de immigré pride, comme il y a la fierté d'être noir, et là, il y a la fierté aussi d'appartenir à cette histoire-là. Merci. Senamé, quel regard tu portes sur ces frontières postcoloniales en France et en Afrique? Bon, moi, mon premier mouvement n'est jamais de jeter la pierre aux gens qui veulent remettre de la frontière. Je considère que c'est des gens qui, en un certain sens, veulent protéger quelque chose. On n'a jamais tort de vouloir protéger quelque chose, même si on se trompe la plupart du temps. Au mieux, j'aurais de la compassion pour ceux qui mènent ce combat aujourd'hui sans vraiment voir très loin. Parce que en même temps que pour vouloir défendre une certaine cohésion en France, on veut rétablir de la frontière, etc., on sait par des études qu'il y a de plus en plus de familles qui explosent aujourd'hui grâce à cause de certaines pratiques sur les réseaux sociaux. Donc il y a aujourd'hui, en fait, moi je considère que les frontières les plus importantes, ce n'est pas celles qu'on passe, c'est celles qui nous passent. Et il y a de nouveaux territoires qui se sont créés aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle les GAFA, par exemple. C'est Google, Facebook, Amazon, Apple, etc. Qui sont de vrais territoires dont les GAFA, par exemple, j'ai vu récemment qu'ils avaient la même puissance que le Danemark, qui est, je crois, la cinquième puissance au monde, à un point même où le Danemark vient de décider une ambassade vers les GAFA. Donc on a de nouveaux territoires aujourd'hui, en face desquels on est tous plus ou moins égaux, parce que vous êtes followers sur Twitter, comme n'importe quel jeune de ma communauté est aussi followers sur Twitter. Et c'est ces territoires, c'est par rapport à ces territoires-là qu'il faut se positionner, parce que les gens qui créent ces nouveaux territoires, qui sont des jeunes dans la Silicon Valley, ont une vraie vision. Et ils s'appellent des barbares. Donc il faut voir la chose comme ça. C'est des jeunes qui ont décidé de mettre à terre toutes les autorités, et parmi tout ce qu'ils veulent disrupter, il y a aussi la frontière. Donc la frontière, que vous le vouliez ou non, va être dans un avenir très proche, elle aussi disruptée, et on va se retrouver dans un monde où ce sera d'autres réalités qui feront qu'on est citoyen ou followers, ou follower sera citoyen ou citoyen sera followers. Donc je considère en grosso modo que c'est tout le débat autour des frontières physiques, moi, est un peu dépassé pour moi, et qu'on a à s'engager, plutôt à se positionner par rapport à la frontière en face du futur. Vous appréciez que de Lomé-Togo nous vient le discours le plus précurseur sur les nouvelles frontières. Moi, en tout cas, je le salue. Je voulais réagir, moi, sur ce que vous disiez sur la question du périphérique comme frontière. Est-ce que c'est lié à la colonisation ou pas? Ce qu'on peut dire aussi, c'est que des frontières, je suis historienne, donc des frontières sociales, il y en a toujours eu, et il y en a toujours eu des manières de mettre à l'écart les populations les plus pauvres pour les contrôler. C'est des phénomènes qu'on retrouve dans toutes les sociétés. La ségrégation sociale, ça n'arrive pas avec la colonisation, ça existait déjà avant. Il faut vraiment penser ça en termes social. C'est d'abord les pauvres qu'on cherche à cacher et à séparer. Oui, mais à cette pauvreté-là, c'est petit à petit, avec le fait que la banlieue a perdu son côté ouvrier industriel, il y a des populations qui sont installées, qui sont d'abord d'autres origines, d'autres couleurs, d'autres religions, et finalement, la frontière, au lieu de disparaître, elle s'est renforcée, parce que c'était une frontière évidemment sociale au début, et puis ça devient une frontière maintenant quasiment ethnique. Mais on oublie aussi la violence des discours envers les ouvriers qu'on considérait comme des enfants, incapables de s'occuper d'eux-mêmes, incapables de devenir des vrais citoyens, ou même donc c'est aussi des discours d'une extrême violence qu'on a eu contre des populations qui étaient des populations qui n'étaient pas forcément. Il faut aussi penser ça en termes sociaux, je pense. Oui, mais avec peut-être aussi la double peine qu'il existe pour celles et ceux qui sont à la fois de conditions ouvrières, ou qui étaient de conditions ouvrières, et qui d'ailleurs parfois le sont aussi toujours, et qui sont d'origine immigrée. C'est-à-dire qu'il y a cette double assignation. Mais ça s'inscrit aussi dans un discours du pouvoir qui a tendance à vouloir exclure aussi les gens qui sont pauvres, qui est une frontière mentale, comme vous disiez. Et c'est effectivement contre ce type de frontière mentale qu'on
qu'on doit combattre. Mais ça permet aussi de replacer les choses en contexte et de dire que ces populations ne sont pas forcément différentes de ce que pouvait être un ouvrier au XIXe siècle. C'est une manière de dire, parce que sinon on a tendance à essentialiser aussi ces populations, et c'est toujours un danger d'essentialiser la différence de certaines populations. Oui, mais malheureusement aujourd'hui on est véritablement dans un c'est processus de discours d'essentialisation. Aujourd'hui, aujourd'hui on parle plus vraiment d'ailleurs de banlieusards dans le discours politique, dans le discours médiatique, on parle de musulmans en fait. Voilà. Et ce qui est devenu très grave, on a essentialisé des choses qui étaient des phénomènes qui n'avaient rien à voir avec la religion et avec un retour de bâton qui est aussi extrêmement fort. Donc on a créé aussi une autre forme de frontière qu'il faut avoir. Senamé, tu as là un discours sur le présent et un peu le passé. Toi, tu es déjà dans les nouvelles frontières des GAFA, le territoire. Et nous aussi, on pense le futur au Bondi Blog. Non, mais je sais bien, mais c'est vrai que votre présent est très conséquent et vous occupe beaucoup. Senamé, tu me disais un jour, voilà, mon projet de Fab Lab à Lomé, c'est une manière de mettre dans une ville les qualités de la campagne. Et est-ce que tu peux expliquer ça à notre audience? Parce que, au fond, il y a tout un discours sur la ville africaine, c'est l'avenir, etc., etc. On sait que en 2030, en 2050, l'essentiel de la population africaine sera dans les villes. On sait que ces villes sont des gros enjeux. Mais toi, tu expliquais à quel point la campagne africaine avait des qualités, le village, et que, au fond, il fallait recréer des villages dans les villes. Peux-tu redévelopper cette idée-là? Alors, d'abord, j'aimerais parler un peu de pourquoi je défends beaucoup cette éthique hacker. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que dans le monde dans lequel, le monde logique 2.0 dans lequel nous allons petit à petit, l'homme se rétrécit de plus en plus. C'est-à-dire que c'est des algorithmes maintenant qui pensent pour nous, c'est nos données qui parlent pour nous. Quand vous allez demain demander à avoir un prêt, vos données diront plus la vérité sur vous que ce que vous allez dire vous-même. Donc votre banquier sera plus à chercher de la data pour savoir si vous êtes solvable ou pas que vous-même. Et bientôt, avec les objets connectés, ce sera votre environnement qui ressentira pour vous. Donc, en vrai, quand on parle d'homme augmenté comme le futur de l'homme, etc., en fait, l'homme augmenté, c'est un humain rétréci en vrai au possible et qui est même fixé si on suit la logique, parce qu'avec la réalité virtuelle, demain vous allez pouvoir, au lieu de vous embêter à venir en France pour profiter de la belle France, vous pourrez depuis le Togo vivre des expériences françaises et donc vous n'aurez pas besoin de faire de prendre la pirogue et d'aller vous couler à 100 par pirogue pour venir en France. Et donc dans ce monde-là, la seule liberté qui nous reste, en vrai, c'est la liberté de brancher et de débrancher. Et encore faut-il maîtriser bien le système et se retrouver dans la confusion savamment organisée du système pour pouvoir savoir quel fil tirer pour que tout s'arrête. Et ça, c'est le hacker qui sait le faire. Et donc le hacker est le héros de demain qui pourra débrancher tout ça si vraiment ça dérive. Et là où moi j'ai été impressionné, c'est que la première fois où j'ai mis les pieds dans un hackerspace, donc un repère de hacker, j'y ai retrouvé toutes les valeurs de la société traditionnelle africaine. Et j'ai vu des gens qui parlaient beaucoup de modestie, de partage, d'économie de moyens, etc. Donc je me suis dit, tiens, il se passe un truc très intéressant qui est que... C'était où? C'était à la Black Box, qui est un hackerspace sur Paris, qui n'existe plus. Et donc j'ai voulu mettre en rapport ces deux mondes-là, voir comment on pouvait faire collaborer le monde du hacker formé au MIT et le monde du maçon traditionnel, de la population la plus traditionnelle possible en Afrique. Qu'est-ce qui faisait qu'ils se ressemblaient? Il y a une sorte de modestie, de retour vraiment à des réflexes très, on va dire très primaires, à une sorte d'efficacité, d'économie de moyens, qu'on retrouve à la fois chez ces gens qui sont des bricoleurs, des gens un peu barrés qu'on a dans les hackerspaces, et aussi chez des gens qui ont été initiés dans les sociétés traditionnelles pour construire, etc. Et donc l'idée, c'était de lancer un projet pour faire collaborer ces deux mondes-là et essayer de voir dans les signaux que nous envoyaient les villages
que le monde des hackers pouvait aider à sublimer. Quels signaux envoient les villages? En fait, ce qui fait que les villages fonctionnent, c'est plusieurs choses, mais deux principalement, c'est que les villages ont des dispositifs qui font la cohérence du village. Vous avez par exemple des lieux dédiés à la cohésion, c'est tout ce qui est arbre à palabre, pour prendre un exemple caricatural, mais aussi enclos d'initiation, c'est l'endroit où on regroupe tous les jeunes d'un certain âge pour les initier, on détecte le potentiel de chacun, on oriente celui-ci vers tel métier, l'autre vers tel autre métier, et puis ils sont obligés de faire corps. On a été initiés ensemble, donc on sera aussi sur le champ de bataille, côte à côte, etc. À part les lieux, il y a des moments. Il y a des moments dans la vie du village, tout ce qui est fête rituelle, cérémonie funéraire, etc., où le village se retrouve, on fait le bilan des savoirs, etc. Et donc ces deux dispositifs-là, les moments et les lieux, n'existent pas en ville. C'est pour ça que la ville appartient aux décideurs. Parce que nous-mêmes, on n'est pas capable de nous organiser pour décider de ce que va être la ville. Et donc l'idée, c'était de recréer des moments et des lieux dans la ville d'aujourd'hui, dans la ville africaine, pour recréer les conditions du village. Et ces moments et ces lieux-là, on les a empruntés au monde des nouvelles technologies, au monde des hackers. Donc on crée des labs pour des lieux physiques, qui sont un peu nos enclos d'initiation 2.0, et on crée aussi des moments comme les hackathons, les barcamps, etc., où les jeunes se retrouvent, les jeunes du quartier se retrouvent et décident des projets qu'ils peuvent fabriquer dans ces lieux-là. Camille, qu'est-ce que ça vous inspire voilà. Non, mais je suis tout à fait d'accord, mais sur cette question des valeurs, alors je dirais pas traditionnelles, mais bon, ça c'est mon côté historienne. Mais après, il faut aussi penser que ces valeurs-là sont pour partie aussi en train de disparaître, et c'est bien de lutter contre ça. Moi, j'aurais voulu vous entendre sur quelque chose qui me frappe sur cette question de la modernité, c'est l'utilisation notamment de WhatsApp. Parce que là aussi, c'est une manière dont les gens ont complètement dépassé les frontières, et ont dépassé les frontières de la technologie, puisqu'en Afrique, les gens se sont mis à utiliser WhatsApp d'une manière que WhatsApp n'avait pas prévue, et communiquent aujourd'hui à travers d'un continent à un autre, d'une région à une autre, et ont créé, c'est devenu un instrument politique, c'est devenu un instrument de cohésion qui va jusque dans les villages. Peut-être vous voudriez réagir là-dessus. Oui, WhatsApp, c'est l'exemple du réseau social que les Africains se sont appropriés et qu'ils ont amené à un potentiel auquel peut-être ceux qui l'ont créé eux-mêmes n'avaient pas pensé. Mais c'est parce que ça avait en germe des choses qui matchaient bien avec les réflexes africains, les façons de faire en Afrique. Donc ça s'est installé très facilement, et l'usage est devenu en quelque sorte presque évident pour les Africains. Nassira, on parle d'Afrique, on parle de ville africaine, de société africaine, de technologies utilisées en Afrique de façon différente. Et puis la banlieue, elle a aussi eu toutes sortes de qualificatifs comme ça. On a dit, voilà, les jeunes de banlieue inventent des choses, créent des sociétés, créent des... Voilà. Et le Bondi Blog est lui-même une invention d'une certaine manière des quartiers populaires. Mais comment est-ce que tu prends... D'abord, quelles sont les relations entre les quartiers populaires, avec des populations d'origine souvent nord-africaine ou africaine, et l'Afrique elle-même? Moi, la relation que j'avais, c'était, voilà, il y a le bled. Le bled, c'est l'endroit où on va en vacances, c'est l'endroit d'où viennent les parents, c'est l'endroit où les parents seront peut-être enterrés, mais c'était pas une relation très forte. Aujourd'hui, on voit qu'à Lomé, il y a des réflexions sur comment organiser la vie, comment utiliser les bonnes recettes des villages, comment lutter contre les dirigeants dans les villes pour arriver à une démocratie plus large. Est-ce que ça peut inspirer les quartiers populaires ou pas? Sur la relation entre les habitants des quartiers et leur pays d'origine, notamment en Afrique, bon là on est aujourd'hui à la 3e, voire 4e génération d'immigrés. Des immigrés d'ailleurs qui ne vivent pas uniquement dans les quartiers populaires, hein. Il y a des Français d'origine immigrée un peu partout dans ce pays. Moi je suis originaire de Sologne, pas très loin d'ici, donc de Romorantin-Lanthenay. Et là-bas, Romorantin, il y a forte immigration, notamment d'origine turque. Et puis aussi nord-africaine. Et du coup, évidemment, avec ce renouvellement générationnel, les liens sont de plus en plus distendus en fait, entre le pays d'origine et la France, et les habitants, les Français d'origine immigrée. Pour prendre mon exemple à moi et les exemples autour de moi, donc une génération autour de la trentaine, donc née dans les années 80, certains ont fondé leur propre famille, sont très installés.
comme on dirait, intégrés, même j'aime pas trop ce mot-là, mais voilà, on est français, quoi. Donc c'est sûr que depuis que ces personnes ont quitté les familles, les foyers familiaux, il y a de moins en moins ce lien quotidien qu'il y avait avec le pays d'origine, avec les coups de fil aux familles au bled, avec ces fameux allers-retours entre la France et le bled dans les 504 breaks direction le Maroc pour moi, ou l'Algérie pour d'autres, avec cette parenthèse malheureuse de la guerre civile. Mais donc voilà, donc forcément les liens avec le renouvellement générationnel sont de plus en plus distendus. Mais il y a aussi il y a eu une tendance qui n'est pas nouvelle, hein, qui a démarré peut-être il y a déjà 15 ans, de personnes françaises d'origine immigrée et notamment marocaines plutôt, qui a voulu essayer une expérience dans leur pays d'origine, qui se sont évidemment formés en France, qui sont des Français, donc ils sont passés par les écoles républicaines, et puis ensuite ils ont été à l'université et sont devenus ingénieurs, par exemple, scientifiques, commerciaux, et qui, pour tout un tas de raisons, parce qu'il n'y a pas une seule raison, c'est pas juste la question de la discrimination, c'est aussi une question aussi de réappropriation de sa culture d'origine, c'est aussi la question de son rapport à son héritage familial, culturel, etc., a voulu tenter une expérience dans le pays d'origine. Alors moi, je connais peut-être 2 scénarios. Il y a le scénario où ça se passe très bien, où la personne, en l'occurrence, est partie au Maroc, s'est installée, a fondé sa famille, travaille, etc., et donc maintenant à cette connaissance bien plus importante du pays d'origine qu'elle ne l'avait quand elle était en France, dans la famille. Et puis il y a le scénario où ça se passe pas très bien, parce que il y a aussi cet imaginaire autour du pays d'origine qu'on fantasme aussi peut-être un petit peu, avec ce côté là-bas, je serai dans mon élément, on ne me jugera pas. Et en fait, on est toujours l'immigré de quelqu'un. C'est-à-dire que même quand on est d'origine immigrée, quand on rentre au pays, que ce soit pour les vacances ou pour s'installer, on est aussi un immigré. C'est-à-dire qu'on est vu aussi comme un étranger. Peut-être évidemment de manière différente et sûrement peut-être que parfois, et c'est pareil, il faut nuancer, hein, c'est en fonction des personnes, c'est pas aussi difficile à vivre que quand on est contrôlé au faciès 4 fois par jour par la police, quand on est renvoyé systématiquement à soit être musulman d'apparence et passer un entretien d'embauche et on vous demande est-ce que vous faites le ramadan par exemple, ce genre de choses. C'est sûrement peut-être moins difficile, mais il y a aussi tout autant de difficultés. Il y a une administration marocaine qui est, on va dire, particulière, et quand on n'est pas de là-bas et qu'on ne connaît pas les codes, c'est parfois difficile. Donc voilà, donc il y en a qui sont partis et puis ça s'est pas très bien passé et ils sont rentrés. Donc le phénomène des retours, les Nigérians qui ont toujours une longueur d'avance dans le domaine appellent ça les ripats. Le ripat, c'est le contraire de l'expat, c'est ceux qui ont grandi en Angleterre, aux États-Unis et qui rentrent chez eux. Et en fait, si vous allez à Lagos, qui est une des expériences humaines les plus intéressantes aujourd'hui sur Terre, vous verrez qu'il y a des vrais quartiers de ripat, il y a des cafés de ripat, il y a une vie culturelle de ripat, parce que c'est fait partie d'une des nombreuses communautés humaines qui existent à Lagos aujourd'hui. Il y a des Chinois, je crois qu'ils sont plus de 100 000 à Lagos, il y a des Turcs, il y a des Russes, et il y a des ripats. Et puis il y a des Nigérians évidemment autochtones, mais les ripats font partie de ça. Et il y a tout un fantasme dans la communauté du développement, la communauté occidentale, qui se dit voilà, les ripats, c'est la solution pour l'Afrique. Il suffit de renvoyer chez eux les gens qui ont des compétences acquises dans les écoles de la République. Et comme ils sont smart et qu'ils ont réussi ici, ils vont réussir là-bas, puis ils vont nous développer l'Afrique. Nous, on n'a pas tout à fait réussi depuis la décolonisation, mais eux, ils vont le faire, etc. Et en fait, dans le petit échange qu'on a eu là, on s'aperçoit qu'il y a des solutions, notamment à Lomé, avec ce que fait Senamé, qui sont à la limite plus intéressantes. On s'aperçoit que la France n'arrive pas à résoudre sa question des banlieues ou des quartiers populaires, que les présidents se succèdent avec tous un discours plus ou moins volontariste, plus ou moins répressif dans certains cas, nettoyer au Karcher ou au contraire des politiques plus inclusives. L'échec, il est patent dans les deux cas, alors que peut-être que la solution, au lieu de dire c'est les ripats qui vont développer l'Afrique, c'est l'Afrique qui va nous apporter des solutions. Tu
tu l'envisages d'une manière ou d'une autre? Alors après, il y a évidemment la ségrégation urbaine, sociale dont vous parliez tout à l'heure, les assignations identitaires, mais moi, nous, au Bourdi Blog, on a aussi cette volonté et on aime aussi à mettre en avant ce qui fonctionne quand même. Et nous, au quotidien, on connaît, et tu les connais aussi, ces habitants des quartiers qui ont monté leur entreprise, qui ont fait des start-up, qui sont devenus artistes, qui ont créé une galerie ici à Pantin ou à Noisy, qui ont monté des super projets associatifs qui sont aujourd'hui nationaux. Donc évidemment, je n'irai pas dire que ça va bien, c'est pas ça, mais moi je crois beaucoup aussi à la force du discours médiatique. C'est à partir du moment où on est dans un cercle vicieux, le cercle vicieux il est là et il s'installe. Je crois beaucoup aussi aux effets modèles, c'est-à-dire que quand on met en avant des initiatives qui fonctionnent, et elles sont nombreuses, ça inspire aussi des gens, et nous on le sait quand on parle du Bondi Blog et que depuis 10 ans on a toutes les actions qu'on a menées, on sait, alors, et même parfois même très précisément, vraiment sur le fin détail, on sait que ça a bénéficié à certaines personnes qui sont aujourd'hui devenues journalistes ou qui ont réussi par le biais de rencontres à créer et à accéder à leurs rêves. Donc nous, on croit beaucoup à cela. Après, je me méfie beaucoup, et c'est parce que c'est aussi ce que dit Jacques Attali, par exemple, avec sa Positive Planète, la fondation qu'il a créée, ce côté... grâce à l'Afrique, on va réussir, enfin, je caricature, mais c'est un petit peu le discours, grâce à l'Afrique, on va réussir à redynamiser les banlieues. Je veux dire, les territoires ne sont pas les mêmes, les problématiques ne sont pas les mêmes, je me méfie beaucoup de la modélisation des pratiques, parce qu'il faut aussi que les initiatives puissent s'adapter aux problématiques locales. Et moi, je ne connais pas du tout là d'où vous venez, mais peu importe, mais la Seine-Saint-Denis, par exemple, ce n'est pas la banlieue, l'agglomération d'Orléans. Les problématiques sont différentes, et voilà, c'est ce que tu disais tout à l'heure sur l'essentialisation. Moi, je crois beaucoup au micro, quoi. Je crois beaucoup aux initiatives et aux modèles et aux processus locaux. Mais voilà, ça demande du temps, ça demande aussi des moyens, mais j'y crois beaucoup. Bien, merci. Combien on a de temps? Il est 14h20. À quelle heure on doit terminer ce débat? Je voulais juste laisser la parole à la salle parce que je vois des visages qui s'animent sur certaines questions. Bon. J'ai pas eu de réponse, mais... 14h30. Bon, on va donc, si c'est 14h30, on va donner rapidement la parole à la salle. Est-ce qu'il y a des micros qui peuvent circuler pour vos questions? Qui veut s'exprimer? Oui, monsieur avec la chemise bleue au milieu. Ah bah c'est bon, il y a un micro là-bas. Ici. Non, le monsieur est là. Allez-y, s'il vous plaît. Annoncez-vous, présentez-vous. Qui veut poser des questions? Levez la main. Voilà, monsieur. Allez-y. Je ne sais pas si c'est une question. Je voulais dire que je suis arrivé en cours de route. Orléans est une ville où je suis né. Je reviens après 40 ans. Je trouve des transformations énormes. Et je trouve une place de Gaulle qui avait été autrefois à moitié démolie par les bombardements de la guerre, assez extraordinaire, où il y a le croisement des voies de tramway, est-ouest, nord-sud. Et là, il y a toute la population que Valls a dite condamnée à une sorte d'apartheid en France, dont vous avez parlé, peut-être sans citer ce personnage politique. Eh bien, je trouve qu'il y a une vie qui me fait penser, c'est pas Gemma Fna, mais enfin, il y a une vie sur cette place de Gaulle qui est extraordinaire. Mais il va y avoir une opération dite du quartier des Carmes. Et je suis mal informé, je le confesse, parce que je viens de loin et je suis resté loin longtemps. Mais il me semble que cette opération va faire en sorte que l'on chasse toute une population colorée, si je puis dire, pour employer un terme colonial. Et voilà, et puis des pratiques de débrouillage, évidemment. Et là, je ne sais pas si les Orléanais veulent intervenir là-dessus. Là, on n'a pas en parler. Je ne crois pas qu'on a de compétences.
ici pour répondre, mais je parle de la salle, en Afrique, on appelle ça le déguerpissement, le fait de chasser les populations. Mais en tout cas, pour prolonger ça, moi évidemment je ne connais pas du tout Orléans, même si quand j'étais gamine et que j'habitais à la Sologne, je venais à Orléans, c'était comme si j'allais à New York parce qu'il y avait des magasins, non mais c'était quand même, voilà, c'était incroyable. Mais non, mais juste pour prolonger ça par rapport à cette question du recul et de l'éloignement des populations pauvres, et en l'occurrence d'origine immigrée ou immigrée pour la région parisienne, c'est ce qu'on est en train d'apercevoir, nous, et d'observer avec notamment l'arrivée de ces fameuses grandes entreprises qui se sont installées en Seine-Saint-Denis, les grands comptes en fait, qui trouvent en Seine-Saint-Denis du foncier pas cher, puis disponible en l'occurrence, et qui viennent s'installer là, qui soit désertent le centre parisien, vraiment l'hypercentre, les grands boulevards ou la Défense, et qui du coup forcément fait monter les prix de l'immobilier. Et donc on a des coins comme Pantin par exemple, Noisy-le-Sec, et ça commence aussi à arriver du côté de Bondy, où là évidemment dans quelques années on va se retrouver avec des populations qui n'auront pas d'autre choix que de partir en fait, et que de reculer encore. Et c'est le risque que l'on craint avec le Grand Paris, même si ça va pouvoir évidemment apporter des solutions, notamment en termes de transport pour les transports de banlieue à banlieue, parce que là c'est un vrai problème. Aujourd'hui, quand on est à Bondy et qu'on veut aller à Clichy-sous-Bois, c'est juste l'enfer. On y s'y rend régulièrement en reportage ou en intervention dans les établissements scolaires, et c'est assez infernal. Donc ça va apporter des solutions, mais effectivement le risque, en tout cas dans notre proche entourage en région parisienne, on le voit très clairement aujourd'hui, et on craint effectivement que ça puisse être le cas dans le cadre du Grand Paris. Merci. Une autre question, madame, au premier rang, au troisième rang. Ah, bon, monsieur, vous avez le micro, allez-y. Très bien, merci. Ma question s'adresse à Sénamé. Je suis Hassan Kérim, je suis journaliste, installé à Orléans depuis 35 ans maintenant, mais j'ai grandi à Lomé, à la frontière justement, là, à Flao, qui est la seule capitale qui est sur une frontière entre le Ghana et le Togo. Mais par contre, la question précisément se porte sur ce que vous faites. Quel est le regard que portent les autorités togolaises sur ce que vous faites là-bas? Est-ce qu'ils sont intéressés ou pas? Très bonne question, merci Sénamé. Vous savez très bien qu'il ne faut jamais poser ce genre de questions à un Africain. Vous allez me créer des problèmes. Non, notre ministère de tutelle tweet beaucoup sur tout ce qu'on fait. Donc ça veut dire qu'elle doit apprécier. Une réponse très habile, un peu furtive comme ça. Furtive. Madame. Merci. Moi, ce n'est pas une question, c'est plutôt un commentaire. Je suis française et j'ai vécu très durement la ségrégation dont Camille a parlé tout à l'heure, la ségrégation sociale. Je suis la première personne de ma famille à avoir fait des études universitaires, et je l'ai vécu à l'école très jeune, quand j'ai rencontré l'orientateur qui m'a demandé ce que je voulais faire, et j'ai senti que j'étais étiquetée, puisqu'il m'a dit « tu réussiras pas ». Et j'ai retrouvé la même question avant le bac, c'était la même chose. Donc la pire des frontières qui existent, me semble-t-il, ça c'est mon avis personnel, c'est celle qu'on a dans la tête, les stéréotypes et les images que l'on se fait de l'autre. Et ça recommence maintenant avec les vagues d'immigration qui arrivent et la peur qui s'installe, la peur de l'autre. Si je peux juste apporter un témoignage. Moi, je suis un ripat, parce que je suis retourné au Togo il y a 5 ans, mais j'ai fait 12 ans en France. Et les 3 premiers mois en France, je les ai faits à Orléans. Enfin, j'ai débarqué en France, ici à Orléans. Et je pense que j'ai eu faim pour la première fois de ma vie ici à Orléans. J'ai dû mendier pour manger pour la première fois à Orléans, et je me suis certainement fait contrôler au faciès pour la première fois à Orléans. Mais je suis revenu à Orléans avec un regard très, très tendre, et je suis très content, vraiment très heureux d'être là, parce que cette ville, en seulement 3 mois, a fait de moi un homme. Et donc, je ne sais pas, je pouvais à l'époque me sentir peut-être à l'écart, discriminé, etc. Mais ça fait partie de mon histoire, et je remercie cette ville de m'avoir fait ce cadeau-là. Je voudrais juste rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure et qui touche aussi ce que vous avez dit. Je pense qu'il faut que nous fassions beaucoup plus attention au discours et au poids des discours. L'utilisation de certains mots qui aujourd'hui sont devenus complètement anodins
transforme la manière dont on voit les gens, dans la manière dont on voit les choses. Et donc on doit être plus vigilant à faire attention à de quoi on parle quand on utilise les mots musulmans, quand on stigmatise les gens, quand on essentialise les gens, et essayer au contraire de contrôler mieux nos discours comme tu l'as fait. Merci. Oui, bonjour. Alors ma question s'adresse à Madame Lefebvre. En fait, à un moment, et aussi c'est en relation avec la précédente intervenante, qui a parlé de frontières mentales. Est-ce que vous pourriez préciser c'est quoi ? On en a tous dans la tête, on a tous des manières dont des choses qu'on pense qu'on peut faire et des choses qu'on ne peut pas faire. Et ces frontières, elles sont déterminées par sa propre position dans la société. Donc, est-ce qu'on vient d'un milieu favorisé ou est-ce qu'on vient d'un milieu pauvre ? Est-ce qu'on vient d'un milieu éduqué ou est-ce qu'on vient d'un milieu pas éduqué ? Est-ce qu'on vient d'un milieu où on est stigmatisé, d'un milieu stigmatisé ou d'un milieu qui est assigné à une place dans la société ? Ça, c'est des frontières mentales qui parfois empêche les gens de se projeter dans un avenir autre que celui dans lequel ils sont, c'est-à-dire un avenir autre que celui d'être pauvre, d'être un immigré. Et donc, il faut aussi soi-même dépasser ces frontières, mais la société parfois nous en empêche. C'est ce qu'on a vu. Oui. Vous deux. Oui, Madame d'abord, monsieur ensuite. On va faire en duo alors. Bonjour, Béatrice Audin-Lémy, adjointe au maire d'Orléans. J'étais très sensible au discours de Sénamé, notamment parce qu'il se projette dans le futur et que c'est vrai que ça donne des perspectives intéressantes et une vision au-delà du constat. Alors le constat est important, Madame du Bondi Blog l'a fait, et c'est vrai que c'est important pour des jeunes issus de la diversité d'être reconnus dans leur identité, donc ça, le constat doit être fait. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, sur la génération, et ce que je vois autour de moi, cette troisième génération et enfants d'immigrés, c'est qu'effectivement, ils sont à la recherche de la construction d'un nouveau modèle dans lequel ils se sentent bien, et effectivement avec des perspectives, et les perspectives que nous offrent les nouvelles technologies et le fait de pouvoir communiquer avec le monde entier et de dépasser ces fameuses barrières et ces fameuses frontières, ça offre de nouvelles perspectives. Et puis donc je trouve ça très très intéressant, de pouvoir effectivement connaître son passé, et de se projeter dans une nouvelle identité avec cette idée aussi d'apaisement qui, à mon sens, est très importante, puisque une fois que le constat est fait, les populations peuvent se confronter les unes aux autres, mais on sait très bien que ce n'est pas ce qui va apporter la solution, et que la solution se trouve plutôt dans des perspectives et dans l'apaisement. Donc je pense que l'ensemble des discours qui ont été dits aujourd'hui, un sur le passé, l'autre sur le présent et vous sur le futur, résume bien tout cela. Mais moi, je veux juste rebondir un peu sur ce que vous veniez de dire. Souvent, on demande en fait aux habitants des quartiers, c'est un discours qu'on entend beaucoup politiquement, médiatiquement, à justement ne pas en rajouter, être, comme vous le dites, effectivement dans l'apaisement. Sauf que les habitants des quartiers populaires, eux, ils vivent le vivre ensemble tous les jours en fait. Tous les jours, ils sont dans le vivre ensemble et ils se posent pas de questions. Parce que d'abord, ils vivent un chômage qui est absolument abominable, ils ont des problèmes de transport, ils ont des problèmes de logement, et donc ils savent très bien que la moindre petite étincelle, en fait, ça fait faire péter tout le quartier, ou toutes les banlieues, ou tous les quartiers. Donc eux, finalement, l'apaisement et le vivre ensemble, c'est pas un slogan, en fait, c'est vraiment leur quotidien. Et en réalité, et je rejoins totalement ce que tu disais, ce sont plutôt les discours qui sont exogènes, qui sont extérieurs, qui viennent en fait attiser une situation de précarité. Et on l'a bien vu encore récemment dans des déclarations un peu à l'emporte-pièce de certains décideurs. Donc nous, ce qu'on entend souvent, c'est on veut être comme tout le monde. Exactement. On veut être comme tout le monde. On veut être dans la banalité. On ne veut pas être autre chose, on ne veut pas être d'autres gens. On voudrait avoir les mêmes droits que les autres, ou en tout cas accéder aux mêmes droits que les autres. On voudrait être dans la même représentation médiatique. On voudrait, et nous c'est ce qu'on dit au Bondi Blog souvent, pourquoi on va voir les quartiers populaires uniquement lorsqu'on fait l'anniversaire des 10 ans des quartiers, des 10 ans des révoltes. Pourquoi on va voir les quartiers populaires lorsqu'il s'agit de
de faire un peu, oui, d'être dans la bonne conscience et essayer d'avoir des images positives, parce qu'en fait les derniers papiers qu'on a fait, bah, ils parlent de délinquance, ils parlent de vol, et donc on essaye un petit peu de se racheter une bonne conscience et on va trouver des héros du quotidien dans les quartiers. En fait, eux, ils disent non mais nous on veut ni l'un ni l'autre, en fait on veut juste exister dans la banalité du quotidien. Et nous c'est ce qu'on dit au Bondy Blog. Ok. Oui. Sauf que dans l'action, cette visibilité, bah, des fois, elle peut provoquer l'effet contraire. C'est-à-dire que, comme justement, on pointe le doigt là-dessus, ça devient une généralité. Et moi-même, voilà, je suis métisse, issue de 2 continents. Des fois, je me dis, bah oui, effectivement, j'ai envie d'être normale, comme tout le monde. J'ai envie d'être connue pour mon travail, pour ma réflexion, peut-être autrement que juste pour mon identité. Et quand on me ramène à travers ça tout le temps à mon identité, eh bien, je dois me justifier, que ce soit positivement parce que vous essayez de l'amener, ou que ce soit négativement, j'ai envie de dire, parce qu'on m'en fait un reproche. Donc on essaye aussi de sortir un peu de ce carcan qui nous enferme, alors qu'on veut juste être humain. Monsieur à côté. Monsieur à côté, il a entendu quelqu'un poser une question sur le quartier des Carmes et la place de Gaulle et le tramway. Donc le monsieur à côté est prêt à répondre. Mais sa réponse ne sera peut-être... Monsieur à côté est député, sénateur. Non, je suis député, c'était il y a longtemps. Je veux bien répondre, mais ce ne serait pas une réponse très neutre. Donc je peux peut-être en parler à la personne qui a posé la question pour qu'elle ne soit pas frustrée. Mais je peux aussi en parler ici. D'accord. Est-ce que vous aviez une remarque sur les débats? Est-ce que ce qui a été dit vous a intéressé? Non, c'était juste par rapport à la personne. D'accord. Et en plus, dire... Non, mais je peux répondre sur le fait que quand on crée un tram, parce que j'ai vécu ça dans cette ville dont je fus maire il y a quelque temps, quand on crée un tram qui dure 18 km, il y a un quartier ici qui s'appelle La Source, vous savez. Là, il y a un Indien, La Source. Et les gens de La Source, par le tram, ils arrivent au centre-ville. Et les gens du centre-ville, ils peuvent aller à La Source. Quand il y a une deuxième ligne qui passe dans un endroit qui s'appelle l'Argonne, eh ben, les gens de l'Argonne, ils peuvent venir au centre-ville. Et les gens qui disent que les loupards, ils vont venir au centre-ville. Donc un tram, ça change beaucoup de choses. Parce que forcément, c'est comme les gens, vous voyez, le tram, il permet d'aller chez Auchan, chez Leclerc. Donc les gens du centre-ville, les commerçants, ils disent c'est quand même pas bien. Mais les gens qui vont chez Leclerc ou chez Auchan, ils peuvent aussi venir dans les commerces du centre-ville. Autrement dit, ça crée de la mixité sociale, ça crée du partage. Et le problème des Carmes, c'est un grave problème. C'est lourd, c'est un vrai sujet. C'est que pour faire la deuxième ligne du tram, il fallait passer dans une rue qui porte le nom de moines qui étaient des Carmes. Et certains ont dit, oui, mais si cette rue devient carrément piétonne, il y a seulement le tram. Il n'y a pas de voiture, c'est pas normal. Donc, il faudrait qu'il y ait une voie pour les voitures. Mais pour qu'il y ait une voie pour les voitures, il fallait démolir 18 immeubles. Mais voilà, on va refaire le quartier. Mais les 18 immeubles, il y a des gens qui habitent dedans. Il y a des bistrots qui sont fréquentés par des gens. Donc certains ont dit c'est une manière de, en quelque sorte, assainir. Qu'est-ce que ça veut dire assainir? Donc toujours on est dans ce débat. C'est un vrai débat, c'est un débat politique. Les changements dans la ville, il faut qu'il y ait des changements. Ils peuvent aboutir à plus de mixité, ils doivent. La ville doit être partout pour tous. Partout pour tous. C'est-à-dire que les banlieues doivent devenir des centralités, etc. Vous voyez, bon, on a parlé de ça dans un colloque où vous êtes... Absolument. Blondy Blog est venu. C'était justement au Sénat, vous avez un peu compris. Bon, j'arrête. Mais je peux parler plus avec la personne. Je ne voulais pas qu'elle dise « je pose une question, puis personne ne répond ». Mais d'autres peuvent aussi répondre. D'autres peuvent aussi répondre. Très bien, merci monsieur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur, vers la fenêtre là-bas. Et après, il faut qu'on arrête, c'est ça? Merci. Je voudrais juste intervenir par rapport au débat. Donc, bon, je n'étais pas censé, je suis venu voir un collègue qui participait au débat. En fait, je me présente Steve Tani, je suis professeur de neurobiologie à l'Université d'Orléans et je dirige un laboratoire de recherche aussi dans cette université. Donc, j'ai eu la chance, en fait, je suis né au Gabon, je suis français, j'ai eu la chance de vivre aux États-Unis, en Allemagne, donc pas mal voyager. Et ce que je voulais dire par rapport peut-être
aux immigrés et puis au rapport avec la France, je pense qu'il y a aussi peut-être que les torts sont partagés en fait. Il y a eu peut-être des défauts en fait en termes d'intégration des dernières populations qui sont arrivées en France, mais surtout aussi je pense qu'il y a le rêve des parents. Je pense que les parents ont aussi une responsabilité énorme sur les générations actuelles parce qu'ils ont perdu le rêve pour lequel ils étaient venus en France. Et surtout, beaucoup sont restés figés sur le rêve d'un pays lointain qu'ils ont abandonné, pour lequel, en fait, deux fois, après 30 ans, ils continuent à rêver dessus. Et lorsqu'ils reviennent 30 ans après, en fait, ce sont des étrangers, en fait, des immigrés aussi dans ce même pays qui était leur pays d'origine. C'est-à-dire que le pays, quelque part, a évolué. Les gens, même au sein d'une famille, ont évolué parce qu'ils n'étaient plus là. Et donc, je pense peut-être qu'il faudrait que les familles actuelles, d'origine maghrébine ou bien d'origine subsaharienne, se réapproprient le rêve pour lequel ils sont venus en France, la réussite de leurs enfants, qu'est-ce qu'ils veulent pour leurs enfants. Et aussi, je pense que c'est à partir de là que aussi les enfants auront cette envie de vouloir, quelque part, se battre pour s'intégrer dans ce pays et réussir pour le pays dans lequel ils se retrouvent. Je crois, et bon, c'est juste une remarque que je faisais, je pense que les torts sont partagés et que je pense que ce n'est pas uniquement un problème qui est franco-français, parce que moi je vois depuis 20 ans effectivement il y a une espèce de déclin en termes d'éducation en France, enseignants, je le vois, mais il y a aussi cette responsabilité énorme de certains immigrés qui sont arrivés et qui ont perdu effectivement finalement le rêve pour lequel ils sont venus en France. Qu'est-ce qu'ils veulent en fait? Quelle est la projection dans le futur qu'ils veulent? Merci, je crois que Nassira va vous Oui, répondre. très rapidement. Moi, j'en voudrais jamais à mes parents parce que je ne les considère pas comme responsables. Ça a été une déchirure pour eux de partir et de quitter leur pays. Et en réalité, je vous réponds, et en réalité, venir en France, en fait, ce n'était pas un rêve pour eux, c'est une survie. C'était même pas un rêve. Enfin, mon père, je l'ai expliqué tout à l'heure, j'étais invitée par le Bondi Blog Centre, parce qu'il y a une antenne du Bondi Blog qui s'est créée ici à Orléans. En fait, mon père, par exemple, est éduqué, il aurait très bien pu être avocat. Je suis sûre qu'il aurait pu être avocat. C'est un spécialiste du droit, enfin, voilà, très lettré, etc. Il est arrivé en France, il est devenu ouvrier. Et il a travaillé pendant quasiment 30 ans pour Matra Automobile à Romorantin-Lanthenay, où il a été ouvrier, et quand on voulait plus de lui parce qu'il était trop âgé, il balayait dans l'usine. Et je ne crois pas que c'est un rêve, ça. Je pense que personne ne rêve de ça. Mais en réalité, effectivement, ils sont venus ici pour donner les moyens à leurs enfants de pouvoir réussir. Et au vu de ce que nous sommes devenus, moi j'ai fait Sciences Po, j'ai fait une école de journalisme, j'aurais jamais pu imaginer ça au Maroc parce que mes parents sont de condition ouvrière, mon père vient d'un petit village près de Fès, ma mère a grandi à Casa mais dans une famille très pauvre, donc j'aurais jamais imaginé, je pense, pouvoir un jour accéder à cela. Donc je ne pourrais jamais leur en vouloir. Pour moi, il n'y a aucune responsabilité de la part de celles et ceux qui ont décidé de quitter leur pays pour un avenir meilleur pour leurs enfants. Merci. Une dernière question peut-être, madame. Voilà, et après on arrêtera puisqu'on a déjà dépassé l'horaire. Alors c'est peut-être plus... alors je vais essayer d'être rapide. C'est peut-être plus un témoignage qu'une question par rapport à Pantin dont vous avez parlé. Parce que j'ai ma fille qui habite, donc je connais bien, j'y vais souvent. Et je trouve qu'il y a une expérience intéressante qui s'est montée et qui contribue à mon avis à la mixité des populations, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup de logements sociaux et je le vois quand je vais chercher mes petits-enfants à l'école. Au niveau de la mairie, ils ont donc c'est un achat de logements, comment on appelle ça, qui ne sont pas encore bâtis, plan sur sol, oui. Et ils ont réservé pendant tout un temps, pendant de nombreux mois, aux habitants de Pantin, avant d'ouvrir les ventes sur Paris. Donc ça a permis à des gens de Pantin, évidemment, classe moyenne, de pouvoir acheter. Ils ne payent pas la taxe foncière pendant 2 ans. Et donc ça, et c'est près du canal, tout près de la porte de la Villette. Alors ça me paraît positif, mis en place par la mairie, parce que, bon, je pense que dans ces communes, il ne faut pas non plus qu'il n'y ait que des logements sociaux. Bon, je suis peut-être un peu provocatrice, mais je le pense, si on veut la mixité. Et du coup, ça permet à des gens qui n'auraient pas pu acheter à Paris, d'acheter sur Pantin. Et moi, je pense que des choses comme ça contribue à la mixité. Voilà, c'était juste pour faire état de ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Très bien, merci. Donc, je lève la table ronde. Je pense que... Est-ce qu'il y a un commentaire encore que l'un de vous veut faire ? Bon, je vous appelle à lire les écrits de toutes et tous qui sont ici, et pour prolonger un peu la réflexion, Nassira sur le Bondi Blog et dans de nombreux médias où elle est interrogée. Voilà. Senamé, il a sa propre production. Vous avez compris qu'elle est à la fois poétique et à la fois architecturale. Et puis Camille Lefebvre, elle a écrit un livre, elle a écrit une thèse, et évidemment que
je tente de lui faire aussi écrire pour Le Monde Afrique, parce que je pense que sur les frontières africaines, elle a beaucoup à dire. Voilà, merci à tous. À bientôt.